J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour les midis biodiversité et connectivité écologique. On est rassemblés aujourd'hui pour en apprendre plus sur l'aménagement hydro-agricole, comment intervenir au mieux pour des eaux de qualité et plus de biodiversité. Je voudrais souhaiter la bienvenue d'abord aux bailleurs de fonds, collaborateurs qui ont permis la réalisation du projet aujourd'hui, notamment l'OBV Yamaska, Regroupement Québec Oiseaux, MFFP, Fondation de la faune du Québec, le MELCC dans le cadre du projet Corridor écologique, la municipalité de Bolton-Ouest. Bonjour aussi à nos membres affiliés, j'en ai vu quelques-uns à l'entrée. Bienvenue aux membres du collectif agricole et forestier de Bolton-Ouest, tous les multiples amis partenaires qui nous soutiennent dans notre mission de conservation. Pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins, et peut-être pour les autres qui nous connaissent aussi, on va juste faire un petit topo sur la mission de Corridor appalachien, un organisme de conservation à but non lucratif qui a été créé en 2002. Nous avons pour mission de protéger les milieux naturels de la région des Appalaches du Sud du Québec. Ça va trop vite, ma souris. Voilà. Non. Ça va vraiment trop vite. Est-ce que vous voyez une tortue maintenant? Oui, elle a l'air fâchée. Elle a l'air fâchée? Ah. Bon, donc, nos champs d'expertise se divisent en 4 grandes catégories: les actions de conservation, gestion, mise en valeur, l'acquisition de connaissances, et nous faisons aussi beaucoup d'éducation et de sensibilisation, d'où l'activité d'aujourd'hui, entre autres. Voilà. Nous œuvrons avec 17 organisations locales, nos membres affiliés que j'ai nommés plus tôt, pour faire rayonner notre mission. Puis, l'étendue de nos aires protégées aujourd'hui sur le territoire, nos aires protégées et celles de nos partenaires, bien sûr, s'étend maintenant là, à 14 619 hectares. Je vais vous faire un petit survol du Zoom, peut-être pour ceux qui sont moins habitués. Pour les questions, réactions, les problèmes techniques, vous allez pouvoir utiliser le chat ici. Et Marie-Hélène, notre ressource en communication, va pouvoir vous guider. S'il vous plaît, demeurez en sourdine ici, le petit mute pendant la présentation. Vous pouvez garder vos caméras ouvertes, par contre, c'est plus agréable pour les conférenciers. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions plus tard. Vous pouvez lever la main ici avec l'icône de la main et utiliser le micro là, plus tard là, si vous souhaitez discuter un petit peu à la fin de la rencontre. Et puis, il y a d'autres petites options de réaction si vous le souhaitez. La conférence va être enregistrée et on prévoit conclure vers 13 h. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on a Bruno avec nous? Là, je ne vois plus tout le monde. Je suis sûre qu'il est bien revenu. Donc, les midi-conférences, c'est une collaboration de Corridor appalachien et du collectif agricole de Bolton-Ouest, dont plusieurs membres sont présents aujourd'hui. Le collectif, c'est une OBNL, une association de propriétaires, de producteurs, je te vois Bruno, de producteurs consommateurs qui regroupe environ là, 40 propriétés membres sur une surface de près de 1850 hectares. Donc, le collectif soutient un développement d'écosystèmes durables et résilients, avec des productions locales, avec un cahier de charges qui est très rigide, qui s'inspire notamment de l'agroécologie et de la permaculture. Il y a un fonctionnement par module, forestier et agricole. Ces modules-là prennent en compte plusieurs exigences transversales, dont la gestion de l'eau, l'énergie, l'empreinte carbone, la conservation de la biodiversité, l'économie circulaire, etc. Donc, pour nous en parler davantage, on a Bruno Mir avec nous, membre fondateur du collectif et secrétaire responsable des opérations, pour nous dire quelques mots. Bruno, je te laisse la parole. Merci Ève et bonjour à tous. Je vais rapidement, je dirais, prendre le flambeau de la part d'Ève avec qui nous collaborons, donc Corridor appalachien depuis de nombreuses années maintenant. En fait, la conférence d'aujourd'hui vient s'inscrire dans une dynamique, je dirais, de notre collectif
Ève a déjà bien parlé des aspects, on va dire, opérationnels, hein, dans l'écosystème forestier qu'agricole, où nous avons des produits qui sont en marche. Mais les priorités transversales sont également très importantes pour nous. On a parlé de la biodiversité qui fait partie déjà de notre escarcelle, je vais dire, de priorités, en tout cas et plus de priorités, même d'action, hein. Les visioconférences cette année en sont un exemple. Nous avions les conférences, je dirais, en personne, auxquelles avait participé déjà Lou Paris, qui est avec nous aujourd'hui, ainsi que Madame Hélène Drouin, qui je crois est avec nous aussi aujourd'hui de Renaissance Lac-Brome, qui nous avait fait d'ailleurs un très beau topo, toutes les deux, sur l'état des lieux. Et c'est un peu là où on voulait revenir aujourd'hui avec cette conférence, parce que Lou et Roxane vont pouvoir aller un petit peu plus loin dans ce qui est possible de faire, tant au niveau des pratiques agricoles que des aménagements agricoles. Et cela vient finalement un petit peu donner le coup d'envoi pour notre collectif de Bolton West de faire une inventorisation, donc un inventaire des problématiques sur notre territoire, problématiques d'érosion, problématiques de ruissellement, problématiques de milieu humide, problématiques d'égouttement, enfin, etc. Et on en a forcément et on en a partout. La question cette année sera pour nous d'essayer de faire, je dirais, un peu une cartographie de ces éléments afin que d'ici la fin de 2021, on puisse avoir un ordre de priorité de voilà, ça c'est quand même très important de s'y atteler rapidement et voilà les outils qu'on pourrait utiliser, voilà éventuellement certaines sources de financement qu'on pourrait utiliser, de sorte à ce qu'au final, on puisse déjà commencer je dirais, l'année prochaine du bon pied avec une série de projets donc d'amélioration pour finalement quand même avoir un résultat sur le bassin versant. C'est ce que l'on souhaite. Et donc, je regarde avec beaucoup d'intérêt les présentations d'aujourd'hui. Donc, à vous la parole, mesdemoiselles. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui et j'en suis très content. Donc, merci. Merci beaucoup, Bruno. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos deux conférencières d'aujourd'hui. Lou Paris, qui est bachelière en biophysique, une maîtrise en sciences de l'eau avec une spécialité sur le sujet de la contamination des milieux aquatiques. Ses intérêts couvrent autant la contamination par les nutriments que les pesticides et autres contaminants d'intérêt émergent. Elle est également passionnée par la communication scientifique, que vous allez le voir. Elle a une expérience forte de dizaines de conférences sur des sujets environnementaux. Et puis à l'OBV, ces projets sont généralement en lien avec la qualité de l'eau et l'organisation des activités de conservation. Roxane Pommier, technicienne en bioécologie et agronome. Au cours de ses formations, elle se spécialise en production végétale et en agro-environnement. Cumule plusieurs années d'expérience enrichissante en tant qu'ouvrière agricole. Beaucoup de travail terrain au Québec, dans l'Ouest canadien et en Australie. Et puis, à l'OBV Yamaska, elle travaille à établir un lien de confiance avec les producteurs agricoles, puis elle participe à la réalisation d'aménagements. Alors, mesdames, à vous la parole. Merci beaucoup. D'emblée, je voulais juste m'excuser de souligner une petite correction pour l'adresse courriel de Roxane. C'est un point et non un trait d'union, donc je l'ai écrit dans le clavardage. Puis, je sais que ça l'a pas assez vite, là, mais si vous voulez nos adresses courriel, ça va nous faire plaisir. On va vous donner les vraies adresses. Donc, je vous partage ma présentation. Merci pour l'introduction, Ève. Très gentil. Donc, c'est parti. Oui, Roxane et moi, on va vous parler d'aménagement hydro-agricole, puis comment intervenir au mieux pour des eaux de qualité et plus de biodiversité. Donc, au niveau de la répartition de la présentation, je vais faire un peu plus l'introduction, c'est-à-dire présenter vraiment les problématiques, comme pourquoi c'est important de faire attention, en abordant les nutriments, les sédiments, le lien avec l'eutrophisation, l'érosion des berges et bien sûr l'impact sur la biodiversité qui est le thème central aujourd'hui. Et Roxane va par la suite présenter sa partie, donc je vais lui laisser se présenter tantôt. Premièrement, petite mise en situation dans le bassin versant de la Yamaska, le territoire que nous, on couvre comme organisme, c'est tout ce que vous voyez là. La carte de gauche, c'est le réseau hydrographique.
En bas à droite, la plus grosse flaque bleue que vous voyez, c'est le lac Brome. Donc, vous pouvez bien placer Bolton West par rapport au lac Brome. Et vous êtes vraiment en amont du bassin versant. C'est-à-dire que si vous faites attention à l'eau, ça va être beau ce qui va couler dans le reste du bassin versant parce que l'eau s'écoule globalement du sud vers le nord. Et tout le réseau hydrographique que vous voyez là finit ultimement par se déverser en haut complètement au lac Saint-Pierre. Donc, c'est important que vous fassiez attention à la qualité de l'eau parce que ça va avoir des répercussions sur tout le reste du bassin versant. La carte de droite, c'est l'occupation du territoire. Vous voyez qu'il y a quand même une très forte activité agricole qu'on peut remarquer, ce qui est un peu plus en jaune. C'est sûr que vous êtes dans la section des Appalaches, c'est un peu moins agricole, mais il y en a quand même. La preuve, on est là aujourd'hui pour en discuter. Donc, c'est bien important d'aborder le sujet. Pourquoi ça ne change pas? Voilà. Donc, à gauche, vous voyez le bassin versant du lac Brome. Donc, là, c'est la flaque foncée à gauche. Là, dans la carte, c'est le lac Brome. On situe Bolton West là-dedans. Vous voyez que vous touchez plusieurs sous-bassins versants, notamment Cold, Argyle, Argyle. Comment vous le prononcez? Je veux juste insulter personne. J'ai oublié de demander. Argyle. Argyle. Merci beaucoup. Désolée à ceux que j'ai pu faire friser un peu les oreilles en disant Argyle. Et la carte de droite, bien intéressante, c'est une carte de Bolton West sur laquelle il y a beaucoup d'informations. Ce qu'on voit dans les tons plus de jaune et de vert, ce sont les activités agricoles. Vous voyez qu'il y a quand même une bonne dominance de foin et de pâturage. On voit également de la culture de céréales. Tout ce qui est dans les tons de bleu et de mauve, c'est les milieux humides. Donc, c'était pour montrer qu'il y en avait, parce qu'on parle de biodiversité. Les milieux humides, c'est quand même un point très important à considérer. Et pour la qualité de l'eau, on a cru bon de montrer où il y a une route qui croise un cours d'eau. Donc, tous les picots rouges que vous voyez, c'est un endroit où il y a une route, un chemin, un pont qui passe par-dessus un cours d'eau. Donc, c'est sûr que ça va affecter la qualité de l'eau pour notamment les selles de voirie, par exemple. On n'en parlera pas vraiment aujourd'hui, mais c'était pour vous montrer qu'on a cette carte-là qui est quand même très révélatrice de beaucoup d'informations. Maintenant, les nutriments, qu'est-ce que c'est? Nutriments, ça fait penser au mot nutritif. C'est du bon miam-miam pour les plantes, principalement. Quand on parle de nutriments, c'est surtout azote et phosphore dont on parle. Ce sont les nutriments qui dominent le plus. Par contre, on entend souvent aussi les formes sous lesquelles ils se trouvent. Parce qu'azote, phosphore, ce sont des atomes. On n'entrera pas dans la chimie, mais c'est un atome, c'est indissécable si on va dans la définition grecque officielle. Mais on entend aussi parler de nitrite, nitrate. Ça, c'est quand l'azote est lié à des atomes d'oxygène. Puis on entend aussi parler beaucoup d'ammoniac, ammonium. C'est également de l'azote, mais cette fois-ci avec des atomes d'hydrogène. Donc, en tous les cas, on parle d'azote, on parle de nutriments. Même chose quand on parle de phosphate, c'est tout simplement du phosphore avec de l'oxygène. Donc, tous ces beaux termes-là réfèrent à des nutriments. Quelles sont les sources de nutriments? Bien, on s'y attendait pas nécessairement, pas qu'on s'y attendait pas, mais c'est pas nécessairement intuitif, mais le secteur boisé naturel est une source de nutriments et de sédiments dans l'eau. Dans le bassin versant de la Yamaska, dans le gros réseau hydrographique que je vous ai montré, à chaque année, c'est 25 tonnes de phosphore qui proviennent du secteur boisé naturel. Il y a également presque 50 tonnes qui proviennent du milieu municipal avec un réseau d'égouts, que ce soit par les eaux d'épuration ou les surverses. Il y a 32 tonnes par les populations qui ne sont pas raccordées à un réseau d'égouts. Et au final, et c'est pour ça que je suis contente qu'on en parle aujourd'hui, il y a 220 tonnes de phosphore par année qui se déversent dans le lac Saint-Pierre à partir du bassin versant de la Yamaska par des apports diffus d'origine agricole. Donc, encore une fois, faire attention, c'est important. Et vous êtes vraiment à un moment critique parce que vous lancez votre collectif. Donc, c'est la période parfaite pour mettre en place des bonnes pratiques plutôt qu'essayer de patcher les problèmes dans un second temps. Au niveau de l'apport en sédiments dans le lac Brome, le sous-bassin Williams est vraiment le plus important contributeur en phosphore. Par contre, on a Cold, qu'on a vu qui passait par Bolton West, qui est vraiment contribué pour presque le tiers. Et je sais que vous touchez aussi à McLaughlin et Argyle, qui sont respectivement à 6 et 7 % des contributeurs totaux en phosphore dans le lac Brome. Donc, encore une fois, ma petite conclusion à chaque diapositive, c'est important qu'on soit là aujourd'hui. Et en quoi c'est important de faire attention aux nutriments? C'est qu'il y a un lien avec l'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est un phénomène qui est naturel, mais il se déroule naturellement sur des milliers et des milliers d'années.
Les lacs vieillissent au même titre que nous, on vieillit. Par contre, les nutriments, quand il y a une contribution anthropique qui est vraiment exagérée par rapport à ce que le lac aurait reçu naturellement, l'eutrophisation, au lieu de se faire sur des milliers et des milliers d'années, se produit sur des dizaines d'années. C'est extrêmement accéléré et c'est amplifié par les fertilisants, les pesticides, les nutriments, l'érosion, les sédiments, la totale. Maintenant, la chaîne de réaction qui fait que le lien entre les nutriments et l'eutrophisation et le vieillissement du lac, ça commence par un apport démesuré en nutriments. Comme je vous l'ai dit, il y en a une partie qui est naturelle, qui fait partie du cycle de la vie. Mais quand c'est exagéré par des activités anthropiques, c'est un problème. Parce que trop de miam-miam, ça augmente la biomasse très rapidement. Le problème, c'est que les espèces qui en profitent ne sont pas les petites espèces tranquilles qui font leur train-train, mais ce sont des espèces souvent qui sont opportunistes et qui sont capables de croître très rapidement, qui sont capables de s'adapter à un milieu qui est très riche en nutriments. Donc, c'est celles-là qui vont dominer. À cause de ça, souvent, elles vont pousser en plus en surface, la lumière va moins pénétrer dans l'eau et les espèces qu'on avait avant, la belle diversité qu'on avait dans le lac, entre autres, n'aura plus accès à de la lumière pour faire de la photosynthèse et à cause de ça, on va perdre des espèces qui étaient là initialement. Donc, il y a une perte de biodiversité. Plus de vie parce qu'il y a plus de biomasse, rime aussi avec plus de mort parce qu'il y a plus de décomposition qui va se faire, il y a plus de... Le cycle est grosso modo très accéléré et la décomposition s'effectue par des bactéries. C'est un phénomène qui est encore une fois naturel, mais quand il y a énormément de plantes à décomposer, il y a énormément de bactéries qui font le party, ça consomme beaucoup, beaucoup d'oxygène. Puis, j'aurais dû corriger d'ici où ça prend un S. Je m'excuse, je viens de le voir, ça m'irrite moi aussi. Mais ça consomme énormément d'oxygène et ça consomme tout l'oxygène dans certains endroits du lac. Ça fait des ondes qu'on appelle anoxiques, donc qui sont dénuées d'oxygène. Puis, bien sûr, les poissons ne peuvent pas retenir leur souffle très, très longtemps et ça peut causer de la mortalité chez les espèces aquatiques. À cause de ça, encore une fois, moins d'espèces aquatiques, perte de diversité, de biodiversité et augmentation de la mortalité, autant des plantes indigènes, des plantes qui étaient là naturellement, que des espèces fauniques, comme les poissons. Pour suivre l'apport en nutriments, il y a des analyses que j'appellerais un peu assez classiques, droit au but. C'est l'analyse de l'IQBP 6. Le chiffre 6 réfère au fait qu'il y a 6 paramètres qui sont analysés, vous les voyez là. Et ça inclut le phosphore, on a vu tantôt, azote ammoniacal, nitrite, nitrate, tous des variantes de l'azote. Dans le bassin versant d'Ayamaska, phosphore total et nitrite, nitrate, ce sont ceux qui sont le plus souvent problématiques. Celui qui va vraiment limiter l'IQBP, l'empêcher d'avoir une bonne cote de qualité, ça va être ces paramètres-là. On n'a pas beaucoup de données dans le bassin versant du lac Brome spécifiquement. À Bolton West, en fait, il n'y en a pas. Mais je voulais quand même vous montrer la carte de ça ressemble à quoi dans le bassin versant. Déjà, ça regarde moyen. Mais je ne m'attendrai pas trop sur cette carte-là, mais ce serait des informations assez intéressantes à avoir. Je sais qu'il y a une caractérisation du Williams qui s'en vient cet été. Ça pourrait être pertinent d'avoir des données aussi sur les autres sous-bassins. Ce qu'on a comme données, par contre, dans la région, ça, je trouvais ça intéressant, ce sont des données de bioindicateurs. Bio, c'est pour organismes vivants. Donc, on va suivre l'état de santé et la diversité qu'il y a dans les organismes vivants pour savoir est-ce que le milieu est en santé, est-ce qu'il y a de l'eutrophisation. Celui du bas, ce sont par les macro-invertébrés. ISB, c'est pour indice de santé benthique. Et en regardant la diversité qu'on a de macro-invertébrés et l'abondance qu'on a, ça donne un indice de la santé du cours d'eau. S'il n'y en a pas beaucoup ou s'il y a juste des sangsues et des escargots, ça ne regarde pas bien. Mais s'il y a une belle diversité, s'il y a des larves de libellules, entre autres, c'est un bon indicateur d'un cours d'eau en santé. Mon préféré, c'est celui juste au-dessus, l'IDEC, indice de diatomée de l'Est du Canada. Les diatomées, ce sont des petites algues symétriques, un peu comme une coccinelle va être symétrique. Puis, c'est un excellent indicateur de l'eutrophisation. Et c'est ça que je dis, on a des données dans le secteur, donc je vais vous révéler ça. Ce que vous voyez à droite, ce sont des exemples de diatomées qui sont déformées. Les diatomées, quand il y a un milieu contaminé ou eutrophisé, ils vont parfois être plus symétriques. Vous voyez comment ça ressemble à des croissants un petit peu. Ce n'est pas bon signe. Il existe des centaines de milliers d'espèces de diatomées. Quand c'est un milieu contaminé, on va perdre la diversité. Puis on va parfois aussi perdre de l'abondance. La cote que vous voyez en bas à droite, c'est l'échelle. Quand c'est rouge sur la carte, ça va être très mauvais, beaucoup d'eutrophisation. Quand c'est bleu, c'est une bonne qualité, on est content. Ce qu'on observe, honnêtement, c'est quand même positif. Il y a une bonne qualité.
mais on voit, c'est un petit peu plus au nord de Bolton West, mais là, on embarque dans une qualité qui est mauvaise, il faudrait faire attention. Ce sont des indicateurs il faudrait garder ça à l'œil, il faudrait s'assurer de faire attention. Je ne me rappelle pas de mémoire quelle année sont ces données-là. Ce serait intéressant à trouver. Mais si vous faites beaucoup d'aménagements sur le territoire, ce serait intéressant de faire un suivi. Est-ce que l'IDEX est amélioré? Est-ce qu'il a empiré? Puis savoir s'il y a eu un changement, pourquoi? Et est-ce qu'il faut remédier à la situation? Au niveau de la cote d'eutrophisation, le RSVL, Réseau de surveillance volontaire des lacs, donne une cote d'eutrophisation aux lacs de la région. Vous voyez l'échelle à droite, quand c'est les 2 points bleus, qui a un petit bonhomme qui se baigne comme symbole, quand même bon signe. Dans le bas, les 2 du bas, eutrophe et hypereutrophe, c'est quand il y a tellement d'eutrophisation, le petit symbole sur une tête de mort, on essaye de ne pas se rendre là. Vous voyez que le lac Roxton, qui ne va pas très bien, et le lac Brome sont encerclés. Ce sont les 2 lacs qui, en 2019, ont descendu d'une cote. C'est-à-dire qu'en 2018, le lac Brome était mésotrophe, le symbole rouge-orange. Puis en 2019, il est passé à méso-eutrophe. Donc, il se passe quelque chose, il faut faire attention. Tous les tributaires sont des contributeurs dans différentes mesures. Donc, portons attention à ça, surtout pour ne pas se rendre au stade eutrophe, qui est un petit symbole de tête de mort qui fait bien peur. L'eutrophisation affecte la biodiversité. On en a parlé un petit peu plus tôt. Mais ce graphique-là, qui est quand même complexe, donc vous allez pouvoir le revoir à tête reposée. Je vais essayer de vous montrer juste les grandes lignes. Quand on progresse de gauche vers la droite, ce qu'on voit dans la petite bande en gris, c'est qu'il y a de plus en plus de nutriments. Donc, l'eutrophisation s'amplifie. Au début, beaucoup de lumière, beaucoup d'oxygène dissous, une belle biodiversité. C'est normal, on est content. Quand on progresse, plus de nutriments, moins de lumière, moins d'oxygène, moins de biodiversité. Je ne passerai pas toutes les lignes en dessous, mais ce qu'on peut retenir, c'est notamment la ligne orange, plus de macrophytes, donc de plantes aquatiques opportunistes flottantes. Donc, il y a plus de plantes qui sont opportunistes, qui vont profiter de la situation. Si on continue de progresser, encore plus de nutriments, encore moins de biodiversité. Et là, il y aura encore une transition, il y aura moins de plantes aquatiques, il va y avoir plus de cyanobactéries, plus d'algues, donc plus de petits organismes qui peuvent s'adapter puis vivre dans des conditions parfois un peu plus tannantes, si on veut. L'eutrophisation n'affecte pas juste la biodiversité, donc je fais juste une petite parenthèse rapide sur comment ça impacte les humains. Premièrement, la santé. Je ne vous recommande absolument pas d'aller vous baigner pendant un bloom de cyanobactéries, un bloom d'algues bleu-vert, comme on appelle, entre autres parce qu'il dégage des cyanotoxines. Il y a eu des cas d'animaux, de chiens notamment, qui sont décédés à cause de ça. Ça affecte la valeur esthétique. C'est un peu poétique de voir une grosse flaque bleue-verte flotter au-dessus d'un lac, mais c'est pas si beau quand on y pense. Ça fait baisser la valeur des propriétés. Si une propriété riveraine est en cyanobactéries, en eutrophisation à longueur de temps, perte de valeur parce qu'on ne peut pas vraiment se baigner, on en profite moins. Ça va affecter évidemment le tourisme et les activités aquatiques. Parfois, on ne peut pas se baigner. Il y a même des endroits qu'on ne peut même plus circuler en embarcation. On ne peut même pas aller faire de kayak. Évidemment, on a vu plus tôt que les espèces aquatiques décédaient. Il n'y avait plus de biodiversité, donc évidemment, ça va affecter la pêche également. Problème de traitement d'eau. Plus l'eau est sale à l'entrée, plus elle coûte cher à rendre potable pour la station de traitement. Et non seulement elle va coûter plus cher, mais parfois le traitement il est plus corsé et ça peut laisser un goût ou une petite odeur qu'on peut trouver un peu tannant. C'est pas que l'eau est moins bonne en termes de qualité, mais elle a dû être traitée de façon un peu plus sérieuse. Et l'eutrophisation, oui, est amplifiée par les nutriments, mais par les sédiments également. On a vu l'échelle de progression d'eutrophisation, cette petite chaîne de réaction. Quand il y a beaucoup de sédiments, ça va jouer beaucoup à l'échelle de la pénétration de la lumière. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que les nutriments circulent beaucoup à travers les sédiments, c'est-à-dire qu'ils vont se greffer sur les sédiments. Donc, par défaut, des sédiments contiennent des nutriments la méga majorité du temps. Mais les sédiments, en plus, même s'il n'y avait pas de nutriments impliqués, iraient affecter la pénétration de la lumière. Je ne l'ai pas défini, mais les sédiments, c'est grosso modo les petites particules fines en suspension qui circulent et qui peuvent se déposer au fond d'un lac, par exemple. L'apport en sédiments, il y a beaucoup les eaux de ruissellement. Donc, quand il pleut, s'il n'y a rien pour retenir les eaux de pluie, ça va couler, ça ramasse toutes les cochonneries en chemin, les sédiments, les nutriments, puis ça amène ça au cours d'eau. Il y a aussi beaucoup l'érosion. Donc,
le vent va faire un peu d'érosion, mais c'est plus subtil. Il y a l'eau. Quand il y a des grosses crues, ça peut créer de l'érosion des berges carrément fondre des glaces, par exemple, là, en raclant les berges, ça va les éroder. Passage répété des véhicules, si des grosses machineries passent très proches de cours d'eau, la vibration peut facilement faire décrocher les berges. Et à droite, absence de système racinaire, c'est juste une façon différente de dire pas de bande riveraine. Parce que des bonnes bandes riveraines, Bruno, je pense qu'il y a des projets dans ce sens-là, ça permet de retenir le sol en place, capter les nutriments, puis réduire de beaucoup le phénomène d'érosion. Il y a eu dans le bassin versant, je trouvais ça très intéressant, donc je vous montre les petites données. Les fossés ont été caractérisés parce qu'un fossé dégradé, quand l'eau passe là-dedans, ramasse beaucoup de sédiments et achemine ça au cours d'eau. Donc, quand un fossé est de catégorie 1, c'est qu'il est de moyennement à fortement dégradé. Par opposition, catégorie 3, aucunement ou faiblement dégradé. Donc, c'est mieux de catégorie 3, en bref. Sur les 74 fossés qui ont été caractérisés dans ces 4 sous-bassins-là à gauche, il y en a 32 qui avaient une cote de... J'ai pas fait ça comme faux dans mon graphique, mais je veux dire 32 qui avaient une cote en théorie de 1 et 2. J'ai-tu calculé ça comme fou? Je pense que oui. 10, 16, 17, 19, 21. Oui, OK. J'ai juste pas mis ma barre en bas comme faux, mais il y en a 32 qui sont de catégorie 1 ou 2, donc qui sont de moyennement à fortement dégradés. On peut se dire, ouais, 32, c'est juste un peu moins que la moitié. C'est quand même beaucoup comme échantillonnage. C'est justement presque la moitié des fossés qui auraient besoin d'entretien pour réduire les sédiments qu'ils apportent dans les cours d'eau. Et je m'excuse pour l'erreur dans la diapositive. Ça va être corrigé si vous la recevez, je vais modifier ça. Dans le bassin versant, comme j'ai dit un peu plus tôt, tous les sous-bassins sont une source de sédiments qui se rendent au lac Brome. On le voit ici, le lac Brome, il y a des sédiments dans le fond. On a aussi une échelle d'épaisseur de sédiments. Quand c'est un picot vert, c'est en centimètres l'épaisseur de sédiments. Donc en vert, vous voyez, on a 0 cm, 8 cm, c'est pas si pire. En jaune, c'est 1 à 3 mètres de sédiments. Un demi à 1 mètre en jaune. Donc là, on a 80 cm, 66 cm. Quand on rentre dans le orange et rouge, c'est plus d'1 mètre d'épaisseur de sédiments. C'est énorme, surtout considérant que ce sont des sources de nutriments. C'est beaucoup. Vous voyez qu'on a en bas à droite, le rond rouge, c'est plus que 4,5 mètres d'épaisseur de sédiments. C'est épais. Chaque année, parmi tous ces sédiments-là, il y a plus de 10 000 tonnes qui poursuivent leur chemin à travers le bassin versant de la Yamaska. Donc, vous vous rappelez les chiffres que j'ai dit un peu plus tôt. Le lac Brome, à lui seul, contribue pour 10 000 tonnes de sédiments qui se retrouvent dans le bassin versant de la Yamaska. Donc, c'est utile d'intervenir pour vous, pour votre environnement, mais pour la santé de tout le reste du bassin versant aussi, ça va faire une différence positive. Les sédiments affectent la biodiversité, qui est le thème du jour. Ils peuvent irriter les branchies, puis même entraîner la mort quand c'est à un certain niveau d'intensité. Ça va détruire les muqueuses protectrices qui couvrent les yeux et les écailles des poissons et ça les rend vraiment plus vulnérables aux infections et aux maladies. Au niveau des œufs, ça peut enfouir les œufs, ça peut les étouffer. Donc, évidemment, c'est mauvais pour les progénitures. Et ça peut affecter aussi les sources d'alimentation en délogeant les plantes et les invertébrés qui se trouvent sur le lit de la rivière. Quand il y a 5 mètres de sédiments, 4 mètres et demi de sédiments, c'est plus difficile d'atteindre les macros qui sont un peu noyés dans les sédiments. Donc, ça résume un peu comment les sédiments affectent toute la biodiversité. Donc, l'érosion va évidemment détruire les habitats, ça va affecter la qualité de l'eau, qui amplifie notamment l'eutrophisation, et ça affecte la faune et la flore, parce qu'il y a des espèces qui sont à statut vulnérable, précaire, menacées ou en danger. Puis, ces espèces-là ne sont pas très flexibles quand il y a des modifications de leur environnement. Donc, non seulement on perd des espèces vulnérables, mais en plus, ça cède la place à des espèces envahissantes, des espèces opportunistes qui, elles, sont comme « moi, je m'adapte, je suis flexible dans la vie », puis ils prennent le dessus. Ça peut aussi affecter la relation proie-prédateur. Naturellement, ils sont habitués à un certain niveau de visibilité dans l'eau. Il y a une distance à laquelle les prédateurs voient les proies et une distance à laquelle les proies sont cachées des prédateurs. Ça, c'est normal. Quand il y a trop en contexte agricole pour assurer une eau de qualité et une biodiversité très satisfaisante.
Donc, Roxane, je te cède le partage d'écran. J'ai vu qu'il Oui. y avait des mains levées et peut-être des commentaires dans le clavardage. Est-ce que, Ève, tu voulais qu'on fasse une période de questions à la toute fin? Oui, ben, c'est comme vous voulez. C'est sûr que dans la section ici, il y avait quelques petites questions peut-être plus pointues aux données que tu as présentées. C'est à vous de voir, les filles. Voulez-vous qu'on condense tout à la fin? Je regarde ça vite, puis pour s'assurer que Roxane ait le temps, je lui laisserai présenter. Je vais répondre aux questions dans le clavardage par écrit pour celles que je peux facilement répondre, puis on fera des questions orales par la suite, juste pour s'assurer que s'il y en a qui doivent partir à 13h, au moins, ils auront tous vu, tout vu. Tous vu. Excellent. Donc, tout le monde voit ma présentation? Oui. Yes. Super. Donc, c'est moi qui va... merci Lou pour ton bon début de présentation. Donc, c'est moi qui vais poursuivre là, pour vous donner des pistes sur comment améliorer la qualité de l'eau puis la biodiversité en milieu agricole. Je voulais juste vous remontrer là, la diapositive que Lou vous avait déjà montrée par rapport à l'utilisation du bassin versant de la Yamaska par l'agriculture. Donc, on voit que plus on se rapproche du fleuve Saint-Laurent, plus il y a des cultures à grands interlignes. Donc, surtout des cultures de maïs soya. Dans le cas de Bolton West, ça va beaucoup plus être, Lou l'a dit tantôt, là, des cultures de foin, de l'élevage d'animaux aussi. C'est sûr que les cultures de foin ont beaucoup moins d'impact sur la biodiversité, sur l'environnement que les cultures à grands interlignes, mais je pense que c'est quand même important d'aborder la question puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour s'améliorer. Je ne sais pas si vous avez déjà marché dans une culture de foin, là, après que ça a été coupé, souvent on va voir que c'est quand même un habitat pour beaucoup d'animaux. On va retrouver des petits rongeurs, des couleuvres, il y a même des nids d'oiseaux. Puis je sais qu'il y a beaucoup de producteurs aussi qui peuvent faire attention là, à ne pas faire coïncider la coupe avec la nidification de certains oiseaux. Donc, pour ma présentation, je vais surtout, dans le titre de la présentation, on parlait beaucoup de aménagement hydro-agricole. Oui, je vais en parler, mais ça va être beaucoup aussi sur comment bien gérer les cultures, comment faire des pratiques de conservation des sols, comment bien gérer les intrants, les productions animales, les eaux de ruissellement, comment on peut protéger en milieu agricole le milieu riverain puis aquatique. Puis rapidement aussi, je vais vous présenter quelques outils qui peuvent être utiles autant aux producteurs agricoles qu'aux intervenants. Puis rapidement aussi, je vais vous présenter quelques innovations puis technologies. Donc, je voulais commencer la présentation en vous soulignant l'importance de considérer la ferme comme un écosystème. Donc, on le sait, plus il va y avoir de biodiversité, plus dans un milieu, plus ça va favoriser la résistance des écosystèmes aux perturbations. Puis c'est la même chose sur une ferme. Donc, plus il va y avoir de biodiversité, plus la ferme va être capable d'affronter des maladies, des ravageurs, puis d'autres agents qui vont être extérieurs. Je voulais aussi vous souligner que c'est dans l'intérêt des producteurs d'avoir une belle biodiversité parce qu'il y a beaucoup d'alliés naturels là, qui vont pouvoir, dont les producteurs vont pouvoir profiter. Donc, je vous ai mis des parasitoïdes, des espèces de parasitoïdes. Donc, je pourrais vous donner comme exemple, on utilise souvent des guêpes pour nous aider là, à contrer certains ravageurs. Par exemple, les trichogrammes là, qui sont utilisés dans la lutte contre la pyrale du maïs sucré. Donc, ça, c'est le fun à utiliser en lutte biologique. Ensuite, il y a les pollinisateurs. Dans le fond, j'ai mis une photo d'abeilles, mais ce n'est pas juste les abeilles là, qui vont polliniser. Dans le fond, tous les insectes qui vont être attirés par les fleurs vont être des pollinisateurs. On en a entendu beaucoup parler là, dans les médias. Les pollinisateurs sont en déclin. C'est un petit peu inquiétant. Donc, eux aussi, ça va être important là, de penser à eux parce que c'est prouvé qu'ils améliorent grandement là, les rendements des producteurs agricoles. Il y a des prédateurs aussi. Donc là, je vous ai mis une petite hirondelle, une coccinelle, mais ça peut être des araignées, toutes sortes d'insectes. On peut aussi penser là, à des petits mammifères, comme il y a souvent des producteurs qui ont des problèmes là, avec le rat musqué. Donc, si on a des habitats pour, par exemple, le vison, ça va être un bon prédateur là, pour nous aider là, contre le rat musqué.
Donc, pour les espèces parasitoïdes, les pollinisateurs, les prédateurs, c'est sûr que d'avoir des aménagements en bandes riveraines, des îlots boisés, des bandes fleuries, c'est tous des aménagements qui vont beaucoup aider là, à favoriser la présence de ces espèces-là. Il y a aussi les décomposeurs. Donc, les décomposeurs, ça va être les vers de terre, les bactéries du sol, ça va être aussi les champignons. Donc, pour favoriser leur présence, ça va être surtout d'adopter des bonnes pratiques de conservation des sols. Donc, de faire des rotations de culture, de mettre en place des engrais verts, de faire du semi-direct. Donc, ça aussi, je vais en parler un petit peu plus en détail tantôt. Donc, c'est toutes des techniques qui vont favoriser la présence de ces espèces-là. Ici, je vous ai mis un tableau. Des fois, vous allez peut-être trouver que je m'éloigne peut-être un peu du sujet de la biodiversité ou de la qualité de l'eau, mais toutes les techniques que je vais vous présenter peuvent avoir un impact direct ou indirect là, sur, pour favoriser la biodiversité et la qualité de l'eau. Puis, je voulais juste dire aussi, c'est certain que je pourrais vous dire, les meilleures techniques, ce serait d'adopter le mode de petite ferme locale, puis qui produit beaucoup, puis qui produit de façon biologique, qui fait de la permaculture. Ça, c'est sûr que c'est des super de bonnes idées. Mais vous l'avez vu dans la carte tout à l'heure, c'est la réalité agricole, il faut quand même en tenir compte. Donc, il y a beaucoup des techniques que je vais vous présenter qui vont s'appliquer à la réalité agricole aujourd'hui, puis au portrait agricole là, du Québec. Donc, je commence. Je voulais commencer la présentation par vous parler du principe de lutte intégrée. C'est un petit peu un principe qui va s'appliquer, qui est à la base de toutes les autres pratiques un peu plus concrètes que je vais vous présenter après. Dans le fond, c'est un principe où on va vraiment vouloir prévenir plutôt que de guérir. Donc, il y a plusieurs étapes à suivre pour faire de la lutte intégrée. Donc, premièrement, c'est de bien connaître c'est qui ses alliés, c'est qui ses ennemis. Donc, bien connaître aussi sa culture. Donc, qu'est-ce que ma culture de maïs a besoin? Est-ce qu'elle a vraiment besoin qu'on mette un pesticide dedans? Est-ce qu'elle a vraiment besoin de ces engrais-là? Identifier ses alliés, je vous en ai présenté quelques-uns tout à l'heure, mais aussi de savoir c'est qui les ravageurs. Donc, c'est qui va pouvoir nuire à ma culture éventuellement dans ma saison de culture. Il y a un site qui existe, ça s'appelle le réseau d'avertissement phytosanitaire. Je reçois des courriels presque tous les jours, surtout l'été, surtout pendant les saisons de croissance. Donc, on peut voir c'est quoi, pour toutes les cultures. Dans le fond, on peut choisir la culture qu'on veut. Pour une culture de céréales, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une maladie qui est arrivée, un ravageur qui est arrivé? Donc, c'est intéressant parce que ça permet de prévenir un peu les dommages qui peuvent être faits à notre culture. Ensuite, ça va être de faire de la prévention. Donc, est-ce que je peux choisir des cultivars qui vont être adaptés? Est-ce que je peux adapter des pratiques culturelles comme la rotation des cultures? Est-ce que je peux aménager mon territoire? Est-ce que je peux adapter mon écosystème? Donc, ça va être la prévention. Ensuite, ça va être de faire du dépistage. Donc, je pense que c'est super important d'aller marcher son champ. Est-ce que mon champ de fraises, ce qui est infesté de tétraniques, par exemple, c'est des petits insectes qu'on n'aime pas là, dans les cultures de fraises. Est-ce qu'il y en a juste localement? Est-ce que je peux intervenir juste sur un petit bout de parcelle où tout le champ doit être traité? Puis ça permet aussi de voir à quel point ton champ est en santé, puis de savoir quelles interventions sont vraiment à faire à ce moment-là. Une fois que le dépistage est fait, qu'on connaît notre culture, les besoins, les problèmes, ça va être au moment de faire une intervention, de se demander est-ce qu'on peut combiner des méthodes de lutte? Donc, il y a plusieurs méthodes de lutte. Il n'y a pas juste les méthodes de lutte chimiques, donc les pesticides. Il y a aussi des méthodes de lutte qu'on dit biologiques, mécaniques, culturelles, génétiques. Donc, biologique, j'en ai parlé un petit peu tantôt, ça peut être la lutte contre la pyrale du maïs avec les trichogrammes, donc les petites guêpes parasitoïdes. Ça peut être des méthodes de lutte mécanique. Donc, est-ce qu'au lieu d'utiliser un herbicide, est-ce que je peux sarcler? Est-ce que je peux faire du pyrodésherbage? Ensuite, les méthodes culturelles, faire des semi-directs, faire des rotations, mettre des engrais verts. Est-ce que je peux utiliser des méthodes de lutte génétique? Donc, choisir les cultivars qui sont appropriés pour ma culture. Puis finalement, une fois que la saison est passée, c'est d'évaluer l'efficacité de toutes ces méthodes-là, puis de voir si je peux ajuster mon approche dans les années subséquentes. Donc, ça, c'est vraiment le principe de base, je pense, qui devrait toujours être appliqué
peu importe là, les méthodes de gestion dont je vais vous parler par la suite. Donc, on commence. Donc, dans les pratiques de conservation des sols puis la bonne gestion des cultures, ben, il y a tout d'abord la rotation des cultures. Dans le fond, ça consiste à utiliser une culture différente d'une année à l'autre sur une même parcelle. Donc, plus la rotation va être diversifiée, plus on va augmenter l'activité biologique du sol, plus on va améliorer la structure des sols, puis ça va nous permettre aussi de faire une rupture entre les cycles des organismes nuisibles. Donc, on voit souvent maïs, soya, c'est une forme de rotation, mais selon moi, c'est une rotation qui est assez minimaliste. Donc, je proposerais plutôt maïs, soya, inclure une céréale, inclure une prairie. Mais là, c'est sûr qu'il faut faire attention. Ce n'est pas tous les producteurs qui peuvent se permettre de faire des prairies, soit parce qu'ils n'ont pas d'animaux, soit qu'ils n'ont pas l'espace. Mais je pense que plus ça va être diversifié, mieux ça va être. Et ensuite, bien, on peut parler des engrais verts, des cultures intercalaires, des cultures de couverture. Donc, les cultures intercalaires, ça va être un second semis qui va être appliqué à la culture principale, dans le fond. Puis qui va être, ça peut être semé pendant, donc en même temps que la culture principale ou après. Donc, l'engrais vert, lui, ça va être incorporé au sol par la suite, donc ça évite de mettre des engrais supplémentaires dans le champ. Donc, ces cultures de couverture-là, souvent, ça va permettre de réduire le lessivage des fertilisants. Ça va améliorer encore là la propriété physique puis biologique des sols. Puis, ici, je vous ai mis du raygrass, qui est en culture intercalaire dans le maïs, mais il y a aussi toutes sortes d'autres plantes qu'on peut utiliser, donc du pois fourragé, du radis fourragé. Le radis est super intéressant parce que ça fait des grosses racines qui vont rendre le sol plus poreux. Donc, encore là, ça permet de retenir l'eau, donc moins de sédiments qui se retrouvent dans les cours d'eau. Ça peut être de la luzerne, du trèfle, des céréales à paille, de la moutarde. Puis il y a aussi du financement là, qui est fait par Primevert pour l'application des cultures de couverture. Donc ça, c'est intéressant aussi. Toujours dans les pratiques de conservation des sols, bien, je peux parler du semis direct. Donc, c'est une pratique qui consiste à semer la graine directement dans le sol. Donc, il n'y aura pas de labour au préalable. On peut aussi parler de travail réduit du sol. Donc, ça va être fait avec des équipements qui vont être un petit peu plus légers. Ça va être un travail léger du sol. L'idée, dans le fond, c'est de laisser une couverture minimale de 30 % de résidus au sol. Donc, ça va permettre de retenir l'eau encore une fois. C'est pas tout le temps possible d'adopter ces pratiques-là. Ça dépend du type de sol. Donc, si on a un sol qui est très argileux, ça va être plus difficile, mais il me semble qu'il existe quand même là, des équipements avec lesquels on peut faire des travaux qui sont moins pires que le labour. Ensuite, bien, je parlais des vers de terre tout à l'heure, puis de la vie dans le sol. Bien, ça va être super important d'éviter de compacter les sols. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on évite d'abord le passage fréquent de la machinerie sur le sol. On peut aussi jouer avec la pression des pneus, des tracteurs, puis tout ça pour réduire la compaction. Puis éviter surtout d'aller sur un sol qui va être humide, donc éviter d'aller dans le champ là, après une pluie. Donc, c'est important de savoir qu'un sol poreux puis bien aéré va procurer des meilleures conditions de croissance des plantes. L'eau va mieux s'infiltrer aussi dans le profil d'un sol poreux, puis ça va contribuer à réduire le ruissellement. C'est super important de savoir aussi que c'est beaucoup plus facile de prévenir la compaction là, que d'apporter des correctifs, donc éviter le plus possible que ça arrive. Puis, quand on favorise aussi le maintien de la matière organique, bien, ça aide là, à réduire les problèmes de compaction parce que la matière organique, elle peut absorber là, une partie de la pression qui est exercée par la machinerie. Donc, c'est super intéressant de ce côté-là aussi. Toujours dans les conservations des sols, bien, j'ai mis les haies brisements dans la conservation des sols principalement parce qu'elles permettent d'éviter l'érosion éolienne de la première couche de sol par le vent. Donc, les haies brise-vent, ça consiste en une rangée d'arbres puis d'arbustes plantés perpendiculairement au vent dominant. Donc, ça va protéger les sols, les cultures, les animaux, mais aussi les bâtiments. Les producteurs sont souvent réticents là, à installer des arbres sur leur terre parce que, bien, premièrement, ça coûte assez cher en frais d'entretien puis en temps, mais aussi, pour la plupart, bien, ça va être problématique pour le passage de la machinerie.
mais on peut essayer de les convaincre quand même pour les nombreux avantages qu'ils procurent. Donc, je vous l'ai dit, là, ça va réduire la vitesse du vent puis la force de l'érosion éolienne. Ça va protéger contre les vents, mais aussi contre les infestations d'insectes ou les maladies. Donc, on peut penser que ça va faire comme une barrière là, pour les maladies puis les insectes. C'est beaucoup plus joli, ça enjolive le paysage, ça c'est certain. Selon mon point de vue, là, les champs à perte de vue sont beaux aussi, mais je trouve ça beau quand il y a des arbres. Ça peut contrôler les quantités de neige puis uniformiser le couvert neigeux. Ça va contrôler le niveau d'humidité dans le sol, puis selon certains, ça peut aussi là, contribuer à augmenter les rendements des producteurs agricoles. Puis là aussi, il y a des Prime Vert finance les haies brisantes jusqu'à concurrence de 50 000. On passerait à la gestion de la fertilisation. Donc, je crois que dans votre MRC, vous avez quand même un peu d'élevage, si je ne me trompe pas. Donc, au niveau de la fertilisation, donc la gestion des intrants, ça consiste vraiment à utiliser la quantité de fertilisant qui est nécessaire seulement pour réduire ce dont on aura besoin à disposer par la suite sous forme de fumier. Donc, comment est-ce qu'on peut bien gérer la fertilisation sur notre ferme? D'abord, c'est d'identifier les éléments qui sont à protéger. Donc, est-ce que je suis proche d'un cours d'eau? Il y a de la réglementation qui existe aussi par rapport à ça. Donc, je pense que c'est 3 mètres d'un cours d'eau puis 1 mètre d'un fossé. Je pense que la distance est un petit peu plus grande là, pour tous les sites de puits. Puis encore là, ça dépend du nombre de personnes qui s'y alimentent, il me semble. Ça va être d'optimiser les apports fertilisants avec le guide de référence en fertilisation. Souvent, les producteurs agricoles vont être encadrés soit par un technicien, soit par un agronome pour les guider là-dedans. Ça va être de respecter les périodes d'épandage, donc bien suivre son plan agro-environnemental de fertilisation. Par rapport au mode d'épandage, on peut choisir d'incorporer les fumiers ou les lisiers directement dans le sol. Ça va permettre de réduire les pertes par ruissellement premièrement. Ça va aussi éviter la volatilisation puis du fumier, puis ça va améliorer l'efficacité des engrais aussi. Donc, aussi respecter les périodes d'épandage, donc de ne pas épandre sur un sol qui va être gelé parce que clairement, ça va directement aller dans le cours d'eau. On peut aussi fractionner les applications, donc faire plusieurs applications. Ça permet d'éviter le lessivage de l'azote dans le cours d'eau encore là. Puis bien régler les équipements d'épandage. Les producteurs agricoles peuvent souvent être encadrés là, par rapport à ça avec les techniciens puis les agronomes. Toujours par rapport à la gestion là, des intrants, les producteurs qui font l'élevage d'animaux, ils ont des ouvrages de stockage qui vont permettre de conserver les matières fertilisantes des fumiers jusqu'à temps qu'ils aient besoin d'épandre. Les ouvrages doivent être étanches, donc ça va réduire les risques de pollution de l'eau en éliminant les pertes par ruissellement puis par infiltration dans les sols. Donc, ça va aussi faciliter la reprise des fumiers là, quand les fumiers vont être bien starés, là, si on peut dire. Donc, ça va être important de vérifier l'étanchéité, les fissures, informer l'entrepreneur ou l'ingénieur qui va avoir conçu là, notre ouvrage de stockage, donc faire des vérifications. Il y a aussi des distances à respecter par rapport aux ouvrages de stockage. Donc, je pense que c'est 15 mètres d'un cours d'eau. Ici, je vous ai aussi mis un enclos d'hivernage. On peut dire une cour d'exercice ou un enclos d'hivernage, c'est deux choses différentes, mais qui se ressemblent quand même. Donc, la cour d'exercice, ça va être un enclos extérieur qui va être sur un sol pavé ou bétonné. Souvent, il va y avoir des murets. Il doit y avoir une légère pente, là, comme ici, on voit qu'il y a une petite pente. Puis, ça va être relié à un ouvrage de stockage pour y recevoir les fumiers, puis les déjections, puis les eaux contaminées. L'enclos d'hivernage, c'est sensiblement la même chose, mais ça ne va pas être sur un pavé bétonné. Souvent, il va y avoir une bande filtrante là, végétative entre les deux pour absorber les déjections, les eaux usées. Puis, je pense qu'on peut mettre aussi de la litière là, avec les animaux, d'abord pour leur confort, mais aussi pour absorber là, une partie des déjections. Donc, c'est ça pour ça. Ensuite, toujours dans la gestion des fumiers, ça va être super important d'éviter le plus possible de créer trop de... il y a beaucoup de producteurs, en fait, qui ont des problèmes là, avec des surplus de fumier, des surplus
de fertilisants. Donc, je ne suis pas une experte en alimentation animale, mais on peut de beaucoup réduire ces volumes de fumier en ajustant l'alimentation des animaux. Donc, l'idée, c'est de réduire la teneur des fumiers en azote puis en phosphore aussi, puis de réduire les superficies nécessaires à l'épandage pour éviter la surfertilisation. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer l'alimentation animale? Bien, on peut ajouter des acides aminés à l'alimentation. Ça peut réduire de 10 % les rejets azotés. On peut aussi ajouter des phytases. Ça peut diminuer de 25 % les rejets en phosphore. On sait qu'il y a beaucoup de phosphore qui peuvent se retrouver dans les cours d'eau, donc c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. On peut faire des alimentations multiphases, donc nourrir plusieurs fois les animaux dans une même journée. Ça évite les gaspillages, ça évite les surplus. Puis ici, j'ai mis une trémie à abreuvoir. Je crois que c'est souvent utilisé là, en production porcine. Donc encore là, c'est un mode d'alimentation qui va permettre de diminuer les pertes en eau, mais aussi en aliments. Donc, ça va diminuer les pertes de 6 à 14 %. Donc, c'est quand même considérable. Puis finalement, bien, une bonne gestion des intrants avec le plan agro-environnemental de fertilisation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça va être super important. On peut aussi gérer les surplus à la ferme par des ententes d'épandage, soit avec les voisins, par exemple. On peut aussi avoir recours à des moyens alternatifs comme la biométhanisation des fumiers des lisiers. Donc, ça consiste à valoriser à la ferme les fumiers, les lisiers, les transformer en gaz, puis on peut ensuite utiliser ces gaz-là directement à la ferme. Puis finalement, ben, c'est important pour pouvoir faire son parc de faire ces échantillonnages de sol à tous les 5 ans, je crois. Puis ces échantillonnages de fumier ou de lisier, donc ça permet de faire le PAF, de voir qu'est-ce que ton sol a besoin, puis qu'est-ce que tes intrants peuvent apporter là, à ta ferme, ben, à ton sol sur ta ferme. Ben, il y a aussi la bonne gestion des pesticides. Je sais qu'on n'aime pas les utiliser, mais c'est beaucoup utilisé quand même encore aujourd'hui, donc c'est important d'en parler. Il y a quand même des façons de faire qui permettent d'en utiliser moins. Donc, ben, une bonne gestion des pesticides fait qu'au final, on en utilisera moins aussi, je pense. Donc, ben, d'abord, on doit les entreposer adéquatement. Souvent, on a des bâtiments là, qui sont bien identifiés, qui respectent des réglementations par rapport aux distances, puis qui sont étanches, bien entendu, là, pour pas qu'il y ait de déversement. C'est important de bien calibrer ces buses. Donc, ici, on voit un pulvérisateur avec, souvent, il y a des petites buses en dessous, donc de bien calibrer ces buses, de bien calibrer les pulvérisateurs. Ça va être important aussi de bien gérer la résistance. Donc, aujourd'hui, au Québec, on a 6 espèces de mauvaises herbes qui sont résistantes à 3 groupes de pesticides. Donc, pour ne pas arroser pour rien, c'est important de savoir où sont les espèces résistantes, si on en a. Ça va être très important de cibler, encore une fois, un peu comme avec la fertilisation, où sont les zones sensibles. Donc, ne pas arroser près des cours d'eau. Encore là, il y a de la réglementation, 3 mètres du cours d'eau puis 1 mètre du fossé. Des distances plus grandes là, pour les puits. Mais aussi, si on a un marais ou un milieu humide, ben, essayer de ne pas arroser proche de là aussi. Ça va être important de faire attention à la dérive, donc pas aller arroser partant de grands vents. Puis finalement, il existe aussi un site, c'est un outil pour les producteurs, mais aussi pour les intervenants en milieu agricole. Ça s'appelle Sage Pesticides, puis ça permet de bien connaître ce qu'on va utiliser dans le champ. Donc, je pense que c'est super important. Ça nous informe sur le groupe de pesticides, son mode d'action, son comportement dans l'environnement. Ça nous dit s'il peut y avoir des impacts sur les pollinisateurs. Ça nous informe même si ça peut avoir des impacts sur nous-mêmes, sur les humains. Donc, c'est super intéressant. Je pense qu'on devrait tout le temps connaître ce qu'on met dans nos champs. C'est comme un peu aller à la pharmacie, prendre un médicament. Là, on veut savoir ce qu'on va prendre. Puis ça me fait penser un petit peu aux médias, là, quand on parlait beaucoup des néonicotinoïdes, bien, on s'est rendu compte que c'était mis partout sans même qu'on en ait besoin. Donc, je pense que c'est important de savoir ce qu'on met dans nos champs, puis de bien connaître comment fonctionne le produit. Maintenant, on est rendu plus à la gestion des eaux de ruissellement, donc par rapport aux voies d'eau enherbées.
Donc, c'est quoi une voie d'eau enherbée? Bien, ça va être un canal qui va être large, qui va être peu profond. Ça va être recouvert de végétation herbacée. On peut soit les ensemencer avec des sacs de mélange de semences qui sont déjà faits, qui contiennent des semences adaptées là, pour la stabilisation, mais on peut aussi laisser la végétation naturelle en place. Donc, souvent, c'est placé dans une zone basse du champ. Il doit y avoir une pente d'au moins 2 pour que l'eau puisse quand même ruisseler. Ben, le sol va être retenu, donc il n'y aura pas d'érosion, pas de ravinement. Les eaux, souvent, vont être acheminées dans un bassin de captage ou directement dans le cours d'eau. Donc, c'est une bonne méthode qui permet d'éviter l'érosion, donc l'apport de sédiments là, dans les cours d'eau. Donc, c'est pas mal ça que j'ai à dire pour ça. Ensuite, il y a aussi les avaloirs, puis utiliser des avaloirs puis des méthodes de drainage adéquats. C'est quoi un avaloir? Bien, ça sert à capter puis à canaliser souterrainement l'eau de ruissellement. Ça va protéger le sol contre l'érosion. Encore là, bien, les avaloirs vont souvent être installés dans un point bas, donc ils vont recueillir l'eau de ruissellement. Je vous ai mis une petite image ici là, de comment ça fonctionne en gros. Donc, ça va comporter une colonne verticale qui va être perforée. Donc, ça va permettre l'admission de l'eau, en fait. Il va y avoir un diaphragme à l'intérieur qui va agir sur la vitesse d'évacuation de l'eau, puis un tuyau vertical non perforé qui va être raccordé à une conduite souterraine. Donc, encore là, soit dans un bassin de captage ou l'eau va se retrouver encore là dans un cours d'eau. Donc, ça permet d'allonger le temps de rétention de l'eau, puis ça va favoriser le dépôt des particules. Donc, encore là, moins de particules d'intrants qui vont se retrouver dans les cours d'eau. On peut aussi installer plusieurs avaloirs là, sur une longue pente. Donc, ça va réduire la vitesse de ruissellement. Donc, encore là, moins d'érosion. Puis, moins de transport de solides aussi, parce que les solides vont être captés là, par soit le bassin de sédiment. C'est ça. En aval, en amont de l'avaloir, il va souvent y avoir un bassin de sédimentation qui va permettre aux sédiments de se déposer là, avant de pouvoir rentrer dans le drain. Je ne pouvais pas ne pas vous parler des bandes riveraines. C'est un peu mon mandat à l'OBV d'encourager les producteurs agricoles à installer des belles bandes riveraines. C'est prouvé que c'est vraiment une zone tampon entre le milieu agricole puis le cours d'eau. Lou en a même parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a une réglementation qui existe. Souvent, c'est 3 mètres. Je pense que ça peut varier un peu d'une municipalité à l'autre, mais en général, c'est 3 mètres. Je pense qu'éventuellement, ça serait l'idéal d'aller au-delà de cette réglementation-là. Selon moi, une bande riveraine idéale, c'est une bande riveraine qui va être composée d'une végétation naturelle, diversifiée et étagée. Donc, souvent, en bas de talus, on va mettre plusieurs rangées d'arbustes. On peut faire ensemencer aussi un petit peu plus haut dans le talus. Puis, sur le replat, souvent, on va mettre des arbres. Ou non. Mais ce qui est important, c'est vraiment de savoir que les arbustes vont avoir un effet encore plus bénéfique que simplement une végétation herbacée, là, comme qu'on voit ici, notamment là, en raison des racines qui vont beaucoup plus retenir le sol, puis qui vont être beaucoup plus tolérantes au gel-dégel, puis au passage des glaces, s'il y en a. Ici, je voulais vous mettre un petit tableau là, qui résume un peu en quoi les bandes riveraines peuvent diminuer l'érosion, puis en quoi elles améliorent la qualité aussi là, de l'eau. Donc, elles ont un effet pas seulement sur l'érosion, mais ça crée aussi un habitat là, pour les animaux terrestres, les animaux, les poissons, les animaux aquatiques, puis les petits mammifères, les amphibiens. Donc, les bandes riveraines, c'est winner, là, selon moi, dans les pratiques agricoles à améliorer. Toujours dans la protection du milieu riverain, ici, ça va de soi un petit peu, c'est d'empêcher les animaux d'élevage de se rendre dans les cours d'eau, donc installer une clôture pour empêcher le libre accès au bétail. C'est interdit, je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup, mais j'ai vu dans nos caractérisations que des fois, il y avait encore des animaux qui pouvaient avoir accès là, à des cours d'eau. Donc, ça va être d'installer un aire d'abreuvement. Puis, en empêchant les animaux d'aller dans le cours d'eau, c'est sûr que le cours d'eau va cesser d'être piétiné, donc moins d'érosion encore.
le couvert végétal va être restauré, puis il va y avoir moins de déjections aussi là, qui vont pouvoir se retrouver dans le cours d'eau. Je vous parlais tantôt là, des outils qui existent et qui peuvent nous aider là, dans la gestion et dans l'amélioration de nos pratiques pour améliorer la biodiversité puis la qualité de l'eau. Je vous ai parlé du RAP, le réseau d'avertissement phytosanitaire, qui peut nous envoyer qui peut nous aider dans le fond dans le principe de base que je vous expliquais, qui est la lutte intégrée, puis de faire de la prévention. Donc, on peut voir s'il y a un insecte qui est arrivé dans notre culture ou une maladie fongique, un champignon, quelque chose comme ça. Je vous ai parlé aussi de sages pesticides, donc, au fond, qui nous aident à avoir plus d'informations sur les pesticides qu'on peut utiliser. Ça va comporter les indices de risque, le groupe de résistance, le mécanisme d'action, les espèces à risque, puis le comportement dans l'environnement. Il y a aussi InfoSol qui est très intéressant, qui peut aider les producteurs puis les intervenants en milieu agricole. Ça donne de l'information sur la pédologie, l'hydrographie, les cultures qui ont été mises en place. Donc ça peut nous aider aussi. Puis finalement, sur AgriRéseau, il existe des calculateurs puis des simulateurs de coûts. Justement, demain, j'ai une petite formation sur le simulateur de coûts des bandes riveraines, mais je l'avais quand même regardé rapidement. C'est super intéressant parce que ce n'est pas juste un simulateur de coûts, ça nous indique aussi comment est-ce qu'on peut être financé pour mettre en place des bandes riveraines. Ça nous donne même des choix de types de bandes riveraines. Donc, il existe plusieurs types. Là. On peut avoir des bandes riveraines plus mellifères pour attirer les pollinisateurs. On peut avoir des bandes riveraines plus arbustives. D'autres plus pour produire peut-être de la biomasse. Donc, c'est super intéressant. Donc, j'ai bien hâte de voir demain comment on utilise cet outil-là. Il existe d'autres outils là, pour calculer le retour de l'investissement sur les engrais verts. Donc, pour des producteurs un petit peu plus réticents, soit on peut les encourager avec ce calculateur-là. Donc, voilà. Puis finalement, c'est sûr qu'on parle de plus en plus d'agriculture de précision, d'outils automatisés, puis des outils GPS, en fait. C'est sûr qu'ici, on voit un petit drone là, avec des outils GPS. C'est sûr que ça peut nous aider à localiser les variations de rendement sur un site. Ça peut aussi nous aider à faire un dosage localisé des intrants. Ça peut aussi nous aider à faire le diagnostic puis la cartographie de la fertilité des sols. C'est sûr que là, quand on pense à ces méthodes-là, on sait que c'est beaucoup plus utilisé sur les grosses fermes, mais relativement, c'est sûr que ça nous permet quand même là, de faire moins de gaspillage, de moins, je ne sais pas comment m'exprimer, là, mais d'utiliser moins les intrants, dans le fond, sur la ferme. Donc, je ne sais pas, vous, moi, j'ai déjà conduit un tracteur. En fait, je ne conduisais pas un tracteur, j'ai déjà été dans un tracteur qui se conduisait tout seul. Donc, ça évite aussi les recouvrements, là, si on veut. Donc, moins de pertes, donc moins d'intrants qui se retrouvent dans les cours d'eau. Il y a aussi beaucoup de choses qui se font là, par rapport à la lutte biologique, mais aussi par rapport aux approches en culture biologique. Donc, je vous avais déjà parlé de la lutte biologique contre la pyrale du maïs. Il y a aussi des plantes trappes qui existent là, pour attirer, par exemple, les punaises d'un champ de fraises. Donc, les punaises vont aller dans la plante trappe au lieu d'aller dans le champ de fraises. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'utiliser un insecticide. Il existe des biofertilisants, des pesticides biologiques, des paillis biodégradables, toutes sortes de choses. On peut même, je pense qu'on fait même de la recherche pour pouvoir voir si on peut nourrir des animaux d'élevage avec des insectes. Donc, c'est quand même assez intéressant. La méthanisation des lisiers, j'en ai parlé un petit peu. Donc, valoriser les lisiers à la ferme pour les transformer en gaz. Puis, aussi, il y a beaucoup d'équipements qui sont automatisés de plus en plus. Donc, j'en parlais tantôt. Ça permet de réduire là, les surplus en fumier, en lisier, au final. Donc, c'est ça. Donc, ça fait pas mal le tour pour ma présentation. Je ne sais pas, la prochaine diapositive, c'était... c'est tout. Je pensais que... Merci, Roxane. Merci beaucoup. De rien. Merci, Lou. Je vais repartager mon écran juste pour remettre vos coordonnées qui sont mises à jour. Oups. Là, vous voyez tout, hein?
que ça fonctionne? Oui, merci. Oui. Juste pour être sûr là, que vous ayez les bonnes coordonnées si vous voulez contacter nos conférencières. Là, c'est sûr qu'on voulait garder quelques questions pour la fin. Je ne sais pas s'il y en a qui vous brûlent les lèvres. On a dépassé un petit peu le temps. Il y a sûrement des gens aussi qui ont peut-être d'autres rencontres. Moi, je ne vois pas bien tout le monde. Je vois qu'il ne se passe pas grand-chose dans le chat non plus. Fait à ce moment-là, ce que je pourrais vous dire... Ah, y a-t-il Jean? Monsieur Drolet? Oui, c'est juste un petit mot pour, entre autres, pour Lou, à la municipalité de Bolton-Ouest. Comme vous savez peut-être, on fait depuis plusieurs années des études de nos cours d'eau avec le système IDEC comme tel. Et le dernier, justement, qui nous a donné des résultats de catégorie A partout, on le fait parvenir justement à Alex, là, à l'OBV comme tel, ainsi qu'à Mme Drouin à Renaissance Lac-Brome. Et avec votre consoeur, Anaïs Renaud, on a travaillé très fort également, M. Vaillancourt et moi, à décortiquer le plan directeur du Lac-Brome également, pour voir justement où pourraient être nos endroits d'intervention plus particuliers dans les mois à venir également. Donc, je pense qu'on a été passablement actifs justement pour supporter la gestion de l'eau en faisant également des PIA pour des secteurs bien particuliers comme pour le Mont Foster, entre autres. Donc, à ce moment-là, assurer une protection pour tout le monde parce qu'on est bien conscient qu'on est en amont du bassin versant comme tel et pour le Lac-Brome et par conséquent également les sources d'eau potable de la municipalité de Bromont et de Brignam en particulier. Donc, on lui fait énormément attention. Ça fait que si vous avez des choses particulières, vous pouvez nous les faire parvenir. On va les étudier de façon très exhaustive. Merci. Génial, merci beaucoup. Comme je disais dans le cavardage, je n'étais pas au courant des données IDEC, mais ça m'intéresse énormément, donc je vais assurément relancer Alex pour lui dire pourquoi je n'ai pas vu ça passer. Mais félicitations pour votre proactivité, très, très appréciée. Merci beaucoup, M. Drolet. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait interagir avec nos conférencières? Je ne vois personne, donc je vous remercie beaucoup. C'est ce qui conclut notre visioconférence. Merci à nos invités d'honneur de l'OBV Yamaska pour leur participation, au collectif de Bolton-Ouest, nos bailleurs de fonds. J'ai présenté la diapo précédente. Puis, merci à vous tous d'être là pour votre écoute. Puis, au plaisir de se revoir. On a une deuxième conférence sur un cycle de 3 qui s'en vient. Donc, la prochaine cohabitation avec la faune sauvage au mois d'avril. Et puis, au mois de mai, on va avoir une conférence sur les espèces forestières emblématiques. Alors, à ne pas manquer. Vous pouvez me joindre. Vous avez mon courriel. Si vous avez des questions, ceux qui veulent le PowerPoint d'aujourd'hui, nous pourrions vous le partager aussi. Juste me communiquer avec moi. Donc, bon après-midi tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bon après-midi à vous.